professeur, merci beaucoup de m'avoir invité à parler aujourd'hui de l'histoire des chars, de cette partie de l'histoire des chars, car effectivement l'année 1916 est particulière. Il était inutile de parler des chars en 1915, d'abord parce qu'ils n'existent pas, même s'il y a des projets, on verra. Et puis c'est une année charnière parce que quasiment tout va se créer en 1916. Et je commencerai par une boutade. Il existe des avions civils, des avions militaires. Il existe des bateaux civils, des bateaux militaires. Il n'existe pas de chars civils. Donc l'invention du char part de zéro absolument, si ce n'est les quelques moteurs qui existent avant. Donc, petit résumé d'introduction, vous avez les chars principaux de l'année 1916 en vieille relation avec Léonard de Vinci. Cependant, je ne remonterai pas dans l'histoire des chars à l'époque de Léonard de Vinci, car par convention avec le professeur, nous avons décidé de ne parler de l'invention du char qu'à partir de l'invention du moteur. Alors, trois parties principales. Le char, donc pourquoi, comment? Donc déjà le pourquoi, on va parler de la raison pour laquelle le char naît en 1916 et puis pas avant, et pas après. Comment est-ce que le cheminement intellectuel nous a amené au char? Puisqu'en fait, je vais faire un petit peu de darwinisme, nous allons partir des projets les plus anciens et ça va nous amener directement en 1916. Alors, vous serez peut-être surpris, mais je parlerai très très peu des hommes, je vais plutôt m'attarder sur le matériel. Sauf quand, évidemment, certains décideurs ou des raisons techniques ou d'ergonomie, puisqu'on l'a évoqué ce matin dans la visite, imposent de décrire le char. Et puis ensuite, on terminera par l'approche britannique et l'approche française, puisque 1916, c'est la première intervention des chars et la préparation des chars français. Alors, pourquoi le char? Eh bien, c'est très simple, ça fait partie des nombreuses photos qui illustrent parfaitement la hantise du soldat. Le soldat est prêt à mourir à la guerre, mais il n'est pas prêt à mourir bêtement, et on le retrouve régulièrement dans des témoignages, c'est-à-dire se faire prendre dans les barbelés, se faire hacher par la mitrailleuse, et ça c'est quelque chose qui est totalement inacceptable. Donc dès le début, dès que la guerre de tranchées va se mettre en place, eh bien il va y avoir cette tentative de sortir de la guerre des tranchées. On pourrait croire que c'est nouveau en 1916 ou pendant la Première Guerre mondiale. En fait, pas du tout. Parce que c'est une vieille idée, je ne remonte pas à l'Antiquité, mais vous avez tous en tête pour Léonard de Vinci, les machines de guerre assyriennes et autres, mais la lutte du canon et de la cuirasse, en fait, c'est la lutte du caillou ou de la lance et du bouclier, et donc c'est éternel. Quels sont les obstacles qui s'opposent à la progression, soit de l'homme, soit du matériel? Eh bien, vous avez l'irrégularité du sol, ça on le connaît tous, creux, bosses, pente, très important pour un char, la texture du sol, bien entendu, la végétation, la densité, évidemment on pense aux forêts, mais il ne faut pas oublier que la hauteur de la végétation est importante également. Les trous d'obus, les coupures, tranchées, cours d'eau, quelle que soit leur largeur, les obstacles verticaux, c'est-à-dire murs, quais de gare, etc. Et puis, bien entendu, toutes les armes de l'ennemi, bon, le feu, on pense aux lance-flammes, les barbelés, le canon, les mines. Les mines n'apparaissent qu'en 17, mais dans l'idée, si vous voulez, les éléments commencent. Bien entendu, la mitrailleuse et les gaz. Alors en fait, quand le char naît en 14-18, pour faire court, c'est pour fabriquer un engin qui doit être capable de franchir des tranchées et de détruire et écraser les réseaux de barbelés. Ça s'arrête là, pas autre chose. Parce que l'ennemi, c'est la mitrailleuse qui nous tue alors qu'on est pris dans les barbelés. Donc voilà, si vous voulez, pourquoi le char naît. Les idées de canon et d'anti-char viendront bien plus tard et certainement pas en 1916. La tranchée, c'est évidemment ce qui nous préoccupe tous. La tranchée, au début de la guerre de 14, c'est environ 1,30 m de large. Donc vous avez à peu près une idée, ça vous fait un peu plus que la table. En revanche, cette tranchée que je vous montre, qui est tirée d'un document officiel, c'est la tranchée après que les Allemands aient élargi les tranchées à cause de l'intervention, on dirait, un petit peu imprudente des chars britanniques. Donc là, on est à une tranchée qui fait 3,30 m. La plupart des chars feront dans les 6 mètres, 8 mètres. Donc c'est une tranchée qu'on ne peut pas franchir avec les moyens de l'époque. Humainement, c'est une tranchée dans laquelle on ne descend pas et on ne remonte pas facilement. Je parle de la tranchée ennemie. Donc là, c'est déjà un premier élément à avoir en tête. Alors là, l'historien va hurler un petit peu parce que je parle déjà d'une tranchée de 17 ou de la fin 16, alors que je n'ai pas commencé à parler des chars. L'idée, c'est, dans cette première partie, de vous montrer tout le raisonnement, donc quand on fabrique un engin, mais surtout, tout le raisonnement, à quoi sert cet engin et quels sont les obstacles. Donc la tranchée, on vient d'en parler. Je vais très très vite. Globalement, dans un engin, vous avez la notion de protection, la mobilité et la puissance de destruction.
Je me suis amusé à faire une espèce de progression, là c'est le militaire qui ressort, assez, je dirais, systématique, et on aboutit, si vous voulez, à l'acier, ou du moins une protection métallique solide, on aboutit automatiquement à la chenille, et on aboutit au tir. Pourquoi je sépare le tir et la tourelle? Parce que les premiers chars, pour des questions de facilité et puis de conception, il s'agit de porter un canon, le canon 75, entre autres par exemple, le canon dans 120 et autres, au plus près de l'ennemi, puisque, c'était rappelé ce matin, statistiquement, environ sur 100 obus de 75 tirés, il n'y en a qu'un qui rentre dans la tranchée. Donc il s'agit d'aller s'approcher pour pouvoir tirer au plus près, et si on s'approche, il faut être protégé. Voilà. Donc, globalement, si vous voulez, ce raisonnement vous amène directement à l'invention d'un engin blindé et d'un engin armé. Pratiquement, ça se traduit par quoi? La première idée, c'est la roue, ce que vous avez en haut à gauche, et puis ça se décline. Alors là, je vais aller très très vite, parce qu'après, je vous montrerai des photos. Donc, une roue seule ne peut pas avancer. Pourquoi je le dis? Car vous trouverez un tas de projets qui sont ce qu'on a appelé à une époque les chars gyroscopiques, avec l'idée que cette grande roue, comme une roue de hamster, eh bien, avec le hamster au fond, avec un moteur pour y rouler et traverser les tranchées. Ça ne marche pas, le moindre trou d'un mètre bloque ce genre de roue. Il faut donc 2 roues, voire 3. Ou alors, il faut une immense roue dans laquelle tourne une petite roue. Toujours le raisonnement, si vous voulez, que je vous montre là-dessus. L'autre idée, quand la roue est trop grande, eh bien, c'est de faire une roue déformable. Vous allez en trouver dans la revue La Nature dans les années 1880, c'est une obsession. Beaucoup de gens inventent les roues déformables, c'est-à-dire que la partie au sol, la roue étant souple, est beaucoup plus plate, et on a l'idée de la chenille qui commence, vous voyez, donc voilà les possibilités. L'autre solution, c'est le rail qui, évidemment, offre sur les irrégularités du sol un mouvement homogène. Et là, je cite, parce qu'on ne reviendra pas dessus, mais l'artillerie lourde, avant de circuler sur voie ferrée, etc., a circulé sur les canonnières blindées depuis la guerre de 70. Et le réseau de canaux, justement, qui a été évoqué, c'est déjà une première idée de circulation de pièces d'armement qui peuvent manœuvrer, se cacher, reculer, avancer, disparaître au vu de l'ennemi. Donc c'est aussi milieu homogène. Et puis après, vous avez toutes les combinaisons. J'ai précisé en bas à droite, ça peut paraître amusant, mais il faut savoir que les mules que vous voyez à la télévision de l'armée américaine aujourd'hui, cette idée est travaillée depuis des années, et donc déjà avant cette époque-là. Donc voilà, petit résumé. Bien entendu, je ne l'ai pas dit au début, je me suis fondé pour cette étude sur l'ensemble des sources qui existent, donc soit à l'époque, Dutil, Degas, tous les écrivains de l'époque, et puis dans les études les plus récentes, qui ont été faites par un certain nombre, le colonel Goya, Ortolan, M. Bouvillier. Je me suis appuyé également sur les archives de M. Fouché, dont le grand-père, vous le verrez, a été un des tout premiers concepteurs du char d'assaut. Et dans les actes, vous aurez l'ensemble des éléments beaucoup plus complets. Alors, état des lieux, mais jusqu'en 1915, je précise, parce que le 16, on le verra après. Alors, juste quelques repères historiques. La première chenille, l'idée de chenille qu'on connaisse, mais il y en a peut-être d'autres, 1713, c'est un brevet de l'Académie des sciences. Après, si vous redescendez, bon, Cugnot on connaît, première locomotive routière à vapeur, c'est 1802. On ne réalise pas aujourd'hui, mais là, on est sous l'Empire. On est en Angleterre, mais le premier véhicule automobile à vapeur. 1825, on considère que c'est la naissance du chemin de fer, et immédiatement, il y a un Français, le capitaine de vaisseau de Montjury, et quand je dis immédiatement, c'est 2 mois après, qui publie dans le bulletin des sciences militaires un texte en disant « Ah, on pourrait fabriquer une locomotive routière qui soit blindée et qui soit armée de canons, et qui pourrait défendre les carrefours et les points principaux du pays. » Donc vous voyez que l'idée quand même remonte relativement tôt dans l'histoire de l'armement. 1837, on trouve un projet de véhicule militaire. J'ai mis point d'interrogation parce que là aussi, tout dépend des prochaines découvertes. Et là, pour la première fois, j'ai trouvé dans les archives ce monsieur Jacomi qui dit, ben voilà, on a la machine à vapeur, on a une plateforme, il y a des roues, on va les relier, il ne parle pas de chenilles, il parle de plateaux qui relient les roues, et cet engin pourrait se promener dans les différents terrains. Et donc, vous voyez, 1837, engin militaire à roues. Bon, retour d'expérience, on l'a évoqué ce matin, je n'ai pas mis volontairement la Crimée, parce que la Crimée n'est pas encore très très mécanique. En revanche, guerre de sécession, guerre franco-prussienne, guerre des bourgs, guerre russo-japonaise, pour chacune des possibilités, soit d'attaque, soit de défense, on a déjà là, dans ce spectre, l'ensemble des inventions qu'on verra après qui mènent au char. Automobile à combustion interne, ça, c'est la voiture, tout simplement. Et puis, dans le public, et c'est important parce que ça conditionne aussi les inventions, eh bien, vous avez toutes ces illustrations qui, à l'époque, sont de la science-fiction,
mais quand on les regarde aujourd'hui, ils sont quand même relativement réalistes. Et c'est Romida, Jules Verne. Jules Verne, je fais référence à la machine à vapeur. Wells, qui imagine déjà un char, et quand vous lisez bien la description, vous apercevez qu'il est prévu avec des roues pédrail, avec une carapace, etc. Donc le public a en tête des engins blindés, particulièrement à cause de la guerre franco-prussienne. Alors voilà, alors là je vais les dérouler pour vous montrer. Je vous disais du darwinisme, eh bien la plupart du temps, que ce soit Léonard de Vinci ou la guerre de sécession, on imagine des engins, machines à vapeur, un canon, c'est blindé, forme de tortue, c'est la première forme de blindage qui vient à l'esprit dans la plupart des inventions. Hein, vous l'avez vu, Léonard de Vinci. Donc là, 1862. Là, 1863. Là, l'inventeur, là on est en pleine guerre de sécession, donc il ne met pas cet engin à moteur. Il dit que ça peut être sur rail, mais ça peut être sur roue, d'où la forme des roues très particulière. Et le plancher s'ouvre pour que les hommes à l'intérieur puissent déplacer cette machine de guerre. Et oui, on est déjà sur une forme, je dirais, relativement élaborée d'engin blindé. Là, on est donc aux États-Unis. Guerre franco-prussienne. Alors, la guerre franco-prussienne, j'ai identifié à peu près 500 projets qui s'apparentent aux machines de guerre qui déboucheront sur les chars. En voilà un, parmi les plus élaborés, ou du moins les plus proches de l'idée qu'on se fait du char d'assaut. Donc vous avez une locomobile, comme on dit, avec sa cheminée. Donc on a le moteur, on a le servant, et on a 2 batteries de canon qui, dans la description, dit qu'ils tirent dans des embrasures sur les côtés. Machine non fabriquée. Là, vous en avez une qui est assez intéressante parce qu'elle préfigure la tourelle. Tourelle sur un véhicule terrestre, sachant que la tourelle sur les bateaux, ça existe depuis 1700 et quelques, ça existe sur les trains. Donc voilà, une automobile blindée, c'est assez amusant parce que vous avez l'homme d'équipage, c'est blindé, et vous avez les 4 canons qui tournent dans son idée pour pouvoir viser et être rechargés pendant que les canons tirent. Vous voyez, donc là on est en 1870. Alors il faut dire que Napoléon III avait lancé beaucoup de commissions scientifiques qui, au moment du déclenchement de la guerre de 70, puis pendant le siège de la guerre franco-prussienne et pendant le siège de Paris, eh bien, ont envoyé aux différents gouvernements plus de 100 000 projets, tous types confondus. Alors, en Allemagne, on ne traîne pas non plus, puisque voilà un projet qui est complètement inconnu, une proposition pour le transport militaire de Chenille, là, 1872. Si je continue, alors voilà la chenille. Vous voyez que voilà, c'est ce qui reste aujourd'hui de la maquette que Julius Schneider avait présentée. Et vous voyez que c'est finalement assez proche des chenilles ou des plateaux attachés les uns aux autres qu'on concevait à l'époque. Vous pourriez avoir une idée fausse qui vous donne l'impression que puisque je vous présente tous ces projets les uns après les autres, en fait, que tout le monde connaît tout. Non, à l'époque, n'oubliez pas que, à part les brevets que certains peuvent consulter, il n'y a pas un échange d'informations aussi important, sauf peut-être au niveau des états-majors, parce que vous avez beaucoup de revues militaires qui, de temps en temps, font la publicité ou parlent simplement de ces articles-là. Mais si nous, on est capable de voir et de faire des parallèles, ce n'était pas forcément exact à l'époque. Alors, avec la guerre des bourgs, là, on est dans la première apparition des blindés. Voilà la locomotive Fowler, donc fabriquée en Angleterre, qui a été envoyée, 2 trains complets qui ont été envoyés en Afrique du Sud. La machine motrice, c'est-à-dire le moteur à vapeur, est tellement gros qu'en fait, à l'époque, on ne peut pas encore fabriquer un engin compact. Donc c'est un peu comme sur un bateau, on va partager les fardeaux. Partie motrice, partie transport et tir éventuellement pour vous voyez, avec les meurtrières, et puis la partie canon, sachant qu'une autre machine peut être mixte, soit canon, soit tir. Bon, l'engin était beaucoup trop lourd, arrivé en Afrique du Sud, il a été démonté, il n'a pas servi. Mais on est quand même allé à la fabrication, et tout ça, ça a été publié dans les revues de l'époque, au même moment. Voilà quelque chose d'intéressant, justement. 1901, c'est britannique, c'est un brevet. Alors vous voyez, on a un servant, on a une machine à vapeur, et puis il a son canon qu'il dirige, et il a un masque blindé. Donc, l'idée du blindé continue à faire son chemin, et petit à petit, on s'aperçoit que finalement c'est assez logique et assez viable. Là, on est sur un brevet, ce qui veut dire que ça a pu être vu à l'extérieur. Voilà un autre brevet qui, lui, est très intéressant parce que, donc on est en 1901 également, bon, je dirais la carapace classique, avec une nouveauté. L'inventeur imagine que le système monte et descend, c'est-à-dire qu'à l'approche de l'ennemi, la plateforme se pose au sol, hydrauliquement. Voilà. Et comme ça peut tirer, remonter et circuler. Donc vous voyez, 1901, l'idée de la protection intégrale, l'idée de l'avance, de la symétrie, en avant, en arrière, pour les combats, l'idée de pouvoir se positionner pour assurer une stabilité du tir,
continue. Dès maintenant, je peux vous dire que, justement pour l'évacuer, l'idée du tir en marche n'existe pas à l'époque. Elle ne démarre qu'en 1917, néanmoins 1917. Voilà aux États-Unis un autre brevet. Alors ça paraît être un chariot, comment dire, hippomobile, pas du tout. Vous avez à l'intérieur le moteur, la lettre E, moteur électrique. Hein, on est là, l'électricité apparaît, se généralise et semble être vraiment l'avenir des inventions. Donc voilà un projet en plus amphibie. Alors celui-ci est très intéressant. Ça, celui-ci est connu puisque le lieutenant Burstein est considéré comme étant le premier inventeur du vrai char. Ce matin, devant le char FT, je vous expliquais, on dit toujours que c'est le premier char parce qu'il a une tourelle. Et Burstein est le premier à présenter un projet, donc avec chenille, avec moteur et avec une tourelle, certes à des battements, je dirais, limités puisqu'il y a une petite casemate derrière, mais il a déjà imaginé ceci. Et vous voyez que le souci du franchissement d'obstacles existe déjà, puisqu'il prévoit dans son brevet de mettre des bras articulés qu'on va allonger sur le bout de la tranchée et puis relever une fois passé. Donc cet engin-là, il est considéré en général, dans le milieu de ceux qui s'intéressent à l'histoire des chars d'assaut, que c'est le vrai démarrage, la vraie invention, si vous voulez, qui représente un char. Alors, après avoir vu ça, donc on va passer maintenant, je dirais, au côté plus français et britannique, et surtout, après vous avoir montré les obstacles du champ de bataille, dans la période qui nous intéresse, c'est-à-dire 14, 15 et 16, quels ont été les engins qui ont été imaginés et qui ont été développés. Avec ça, normalement, je peux m'en aller, vous savez tout. C'est-à-dire que pour faire un char de combat, 3 fonctions, mobilité, protection, puissance de feu, tourelle, chenille. J'ai rajouté communication parce que même si le char FT, même si le Saint-Chamond ou Schneider sont des chars très vieux, il fallait déjà penser à comment communiquer entre chars, donc les fanions, les pigeons voyageurs, etc. Donc la communication en fait partie, et puis depuis Molière, on sait pourquoi ce que cherche un soldat. En quelques mots, ça a été résumé et synthétisé de façon assez efficace. Ceci, présentation très générale, il y a une chose que j'aime beaucoup, cette phrase de Viollet-le-Duc, parce que quand il faisait ses restaurations et qu'il tombait sur un objet décoratif ou architectural qu'il ne comprenait pas, il cherchait, et vous apercevez que quand on fait une recherche justement presque archéologique dans ces vieux engins, on remonte et on retombe là-dessus. Alors, voilà quelque chose qui est complètement inconnu. Le général Estienne, c'est comme le général Mouret, si vous voulez, ce sont les deux inventeurs, pas inventeurs, mais disons les deux synthétiseurs qui vont arriver au char avec une équipe. Mais le général Estienne est passé comme tout le monde, il est passé par la case départ, c'est-à-dire inventer une paravale ou un abri blindé, etc. Bon voilà, donc le général Estienne, ça c'est complètement inconnu, a proposé, et c'est très amusant, il est marqué « Le général n'en veut pas », c'était le général commandant l'artillerie de la 6e division, dans lequel il servait comme colonel. Bon, le général Estienne a évolué après, je ne reviens pas sur la fameuse phrase quand il a dit, ou quand il aurait dit, que le premier qui pourra trouver un engin automobile qui traverse, etc., aurait gagné la guerre. L'idée est vraie, c'est peut-être apocryphe. Alors voilà, maintenant, donc, dans les solutions aux obstacles que je vous ai présentés, c'est la version minima. C'est une obsession, c'est le char minimum, le char individuel, vous voyez. Donc voilà, une proposition britannique, c'est pas aller très très loin. Les Russes ne sont pas en reste, hein. Là on est toujours dans l'année 15, hein, 14-15. Vous voyez, donc là, tout le problème de ces engins qui intellectuellement sont valables, simplement le problème c'est que vous pouvez toujours avancer, mais vous ne pouvez pas reculer. Donc il faut penser à un système de câble, et la tranchée, derrière, vous tire. Bon. Je vois que ça vous fait rire, donc c'est à peu près... Mais les gars qui ont fait les essais, eux, ne devaient pas rigoler. Alors voilà la version française, bon ça, celle-là est très connue, le bouclier Walter, il y en a un au musée de l'armée. Hein, voilà, donc, et il y a un film où on les voit à genoux en train d'avancer. Donc vous voyez que tous les pays y vont. Alors vous avez l'autre extrême. Après le char individuel, je vous ai dit au début, l'idée c'est d'avoir une roue la plus grande possible, puisque pour une largeur d'obstacle donnée, plus le diamètre est important et plus la surface au sol va approcher de la droite, si vous voulez. Alors, les Britanniques créent en 14 ou début 15 le comité des cuirassés terrestres, le Landship Committee. Et il reçoit une proposition du colonel ou du major Hetherington qui dit, ben voilà, il faut fabriquer un engin avec une roue immense. Et j'ai marqué 12 mètres 20. Vous voyez que là, il ne fait pas 12 mètres 20, c'est une maquette ou un demi. Donc vous avez à peu près une idée de l'engin. L'engin aurait fait à peu près 24 mètres de long, il avait été prévu 4 canons de marine, etc. Bon, il est quasiment immédiatement abandonné. Voilà un autre projet,
Vous avez le petit bonhomme là qui vous donne l'échelle. Un projet tout à fait sérieux qui a été proposé au War Office. Et ça, c'est un char entièrement en béton. En béton. Donc voilà, c'est assez intéressant, je vais vous le montrer, parce que l'idée de tricycle, c'est un peu comme la tortue, si vous voulez. Vous allez avoir énormément de projets, et même de réalisations, qui vont être à l'idée du tricycle, qui est en fait la première position d'équilibre, si vous voulez. Et puis la direction étant toujours donnée par la roue arrière. Voilà une invention qui me plaît beaucoup, parce que bon, c'est amusant. Ça, c'est à la 10e armée, il y a un soldat qui savait dessiner, qui fait une proposition, je vous montre qu'une vue, parce que les autres sont assez amusantes. En fait, vous avez un phare maritime sur une plateforme qui aurait été armée de mitrailleuses et de canons, et puis 2 immenses rouleaux. Donc voilà. Et quand vous lisez les textes, c'est pareil pendant la guerre de 70 avec les propositions, les gens sont absolument convaincus qu'ils ont l'arme absolue, si vous voulez. Ils ont inventé la chose qui va faire gagner la guerre. Voilà une chose, celle-ci est connue, c'est le fameux char de Die du Tsar ou de Lebedenko avec des roues de 9 mètres de haut, et vous devinez deux personnages sur la gauche. Bon, l'engin est fabriqué, il est expérimenté, il se plante non pas à cause des roues, mais à cause du petit rouleau qui est derrière, et il reste à rouiller jusqu'en 1923 ou 29, je crois, et là il est démantelé par la nouvelle armée rouge. Bon, voilà un essai, donc normalement il y avait une tourelle, des canons, si vous voulez tout ça sur le papier ça fonctionne, et alors là on a le Sonmom, voilà une proposition américaine, je vous ai mis, enfin j'ai surligné la taille, donc 200 pieds ça fait à peu près 50 mètres, à la louche, hein, voilà. Alors, ça paraît amusant, mais vous verrez dans une diapo de fin que je vous montrerai qu'en fait, tout ça, comme c'est publié, eh bien dans la tête des gens, ça fixe, ça donne des images. Et il n'est jamais exclu que des ingénieurs ne s'en inspirent pas forcément dans l'exagération, mais au moins dans l'idée, si vous voulez. Et là aussi, on est sur un tricycle, parce que la suite, 60 mètres plus loin, c'est notre boulot. Quelque chose de très intéressant. J'ai parlé des coupures et coupures humides. Regardez bien la date, c'est un brevet du 15 mars 1915, c'est-à-dire que les chars n'existent pas encore. Et voilà un engin que cet Américain propose. Vous avez une tourelle, vous avez une forme de char, et c'est un engin amphibie. C'est pour ça que je vous ai dit en avant-propos qu'en 1916, quasiment toutes les idées auront été explorées. Donc les états-majors, quel que soit le pays, auront en tête ce qui est possible de faire. Et vous trouvez toujours quelqu'un qui y a pensé, bon, avec bonheur ou pas, ceci étant à revoir. Alors, on revient en France momentanément. Ça, c'est un brevet. Vous retrouvez les députés Aubry et Gabet qui vont déposer un certain nombre de brevets qu'on reverra après. Alors là, on est toujours sur l'obsession du franchissement de tranchées. Puisque l'engin risque de se planter avec une seule chenille, eh bien, une des idées, c'est de multiplier les chenilles ou les trains de chenilles. Donc voilà une proposition tout à fait sérieuse qui a été envoyée. On devine le rouleau central et on devine les 2 petites chenilles extérieures qui permettraient éventuellement d'aller sortir ou rentrer dans dans la trouée, on va dire, qui pourrait être aussi un trou d'obus. On est chez des gens sérieux. Au même moment, les Italiens, alors on se dit les Italiens n'ont pas fait de char. En fait, les Italiens, pendant la Première Guerre mondiale, ont fabriqué un certain nombre de prototypes qui sont totalement inconnus pour une raison simple, ça a toujours été publié en italien et donc ils ne sont pas lus. Bon, voilà un brevet qu'ils ont déposé. Bon, celle-là est assez sérieuse dans la mesure où vous trouvez une dimension qui va devenir la dimension habituelle, donc 7 mètres. Toujours l'obsession des 2 chenilles, et puis du petit rouleau à droite et à gauche que vous retrouverez à l'avant du Saint-Chamond, éventuellement. Dernière innovation qui est intéressante, enfin dernière d'une autre, c'est le problème du virage. Très très vite, soit le tricycle à la roue arrière qui tourne, soit il s'agit de débrayer la chenille droite ou la chenille gauche, vous savez comment ça fonctionne, je ralentis une chenille, et donc l'autre soit accélère automatiquement, soit garde la même vitesse, mais puisque je ralentis une chenille, on va pivoter autour de la chenille ralentie. Et lui, cet Australien, se dit, ben pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas, au contraire, tourner la chenille? Bon, proposition intéressante dans la mesure où elle a été étudiée en Angleterre, elle n'a pas débouché, mais là aussi elle est rentrée dans l'esprit des ingénieurs. Au niveau des chenilles et des initiatives, voilà un char qui a été étudié entre 1911 et 1915. Ce Mendeleïev là, c'est le fils du mathématicien, qui a inventé donc, la table des éléments. Alors lui, bon, on voit, c'est un marin, c'est un ingénieur marin, donc on voit tout de suite la dimension du calibre, une ressemblance avec la marine, mais ce qui est très intéressant, c'est que lui aussi, comme ce brevet qu'on a vu, imagine que quand il s'agit de tirer, on va poser le char hydrauliquement sur le sol. Il peut tirer de façon très stable avec un très très gros calibre et repartir. Et à l'inverse, les Russes fabriquent, ça c'est pas un brevet, c'est fabriqué. L'ingénieur Vezdekod
fabrique un engin avec une seule chenille. Alors on ne voit pas parce que c'est la seule photo authentique connue, mais il y a une seule chenille. Donc pour virer, alors lui il imagine qu'on pourrait mettre des roulettes sur les côtés, et ce sont ces roulettes qui feraient tourner l'engin. Bon, tout ça, ça tombe à la fois parce que ce n'est pas viable et parce que la révolution arrive. En France, vous connaissez ces deux engins. Vous vous rappelez qu'il s'agit de couper les fils barbelés et de franchir. Alors là, c'est une machine qui est faite d'abord pour couper les fils barbelés, et vous devinez à gauche la cisaille. Et ça fait l'objet, non pas cet engin, mais la cisaille elle-même, d'un brevet qui a été déposé par Breton. Et puis là, vous avez également un fortin. Alors là, l'idée, puisqu'on ne peut pas mettre de moteur, on va faire un char à 1 ou 2 hommes, on ne sait pas trop, mais le câble que vous voyez derrière, en fait, irait dans la tranchée, et c'est un des premiers engins électriques. Oui. Paul Aubriot est député socialiste. Oui. C'est un des grands acteurs de la naissance des chars. Il est également l'un des fondateurs de la CGT. Il a fait des trucs bien. Comme quoi, ça mène à tout. Ça mène à tout. Donc voilà, un autre engin qui va tomber aussi, lui, dans l'oubli. Un peu plus, non pas sérieux, mais un peu plus, je dirais, qui avait plus de possibilités. Là, on est sur le rouleau blindé Frolafri. Alors ce rouleau, c'est en fait un rouleau compresseur, tout bêtement, qui est entouré d'une caisse blindée. C'est un rouleau compresseur. Rouleau compresseur. Avec 2 mitrailleuses, et on devine, une petite trappe, on ne sait pas trop sur le plan si c'est pour observer, si c'est pour tirer ou évacuer, on ne sait pas. Voilà. Donc il y a des essais qui sont faits en usine, bien entendu, ils passent en usine, sauf que les poteaux et les barbelés qui sont installés n'ont pas été installés par des Allemands, donc ça passe plus facilement à cet endroit-là. Donc c'est abandonné. De la même façon, on essaie ce tracteur. On est toujours dans l'obsession, 1915, de ces réseaux. L'engin fonctionne, mais il fonctionne un certain temps, mais ensuite, il n'est pas capable de toute façon d'aller au-delà et de franchir les tranchées. Donc, abandonné également. Mais tout ça s'accumule. Alors là, vous le connaissez tous, cet engin-là, c'est l'engin Boireau. Boireau était un industriel spécialisé dans les attelages automatiques et le chemin de fer. Donc, il a fabriqué cet engin qui, effectivement, aux essais, passe les tranchées, sauf que ces énormes panneaux de 6 mètres sur 6 pèsent des tonnes, et surtout, il ne peut pas tourner. Il lui faut 180 mètres pour tourner. Donc, on abandonne. Lui, il n'abandonne pas. Et il fabrique son numéro 2. Là, donc, vous voyez, tiens, c'est marrant. On est en 1916. De la même façon, plus petit, commence à ressembler à un char anglais sans le savoir, parce qu'il était prévu sur les côtés, si vous voulez, des sponsons, donc ces nacelles qui étaient armées d'un canon. Bon, de la même façon, l'engin est abandonné, et puis on le retrouvera quelques années plus tard, mais c'est une autre histoire. Alors, 1915, ça c'est intéressant, parce que le capitaine Depoix fait cette proposition, et Depoix, bon, la proposition est refusée. Là, on est vraiment sur un char qui se tient au point de vue, si vous voulez, de son architecture. Bon, la proposition est refusée, mais Depoix va être un des officiers qui va faire partie de l'équipe qui ensuite va aller dans l'artillerie spéciale et va continuer les études, et donc de façon efficace. Donc voilà où on en est à l'amorce de 1916, et donc on va aller un petit peu plus loin et rentrer, pas forcément dans le vif du sujet, mais plus dans l'année. Le tracteur Holt. Alors là, et je parle sous votre contrôle, là c'est une histoire non pas complexe, mais qui remonte dans le passé. Ce tracteur Holt, c'est la version 75 chevaux, si je ne me trompe pas. Il y en a 2 exemplaires dans les Vosges. Là, il tire un canon de Bange. Et c'est efficace. Les Anglais en ont aussi, si je ne me trompe pas. Et finalement, il est décidé de se servir d'un tracteur Holt pour servir de base à un futur engin blindé capable d'écraser des réseaux et de traverser. Bon. Et cet engin est à la base des futurs chars français et des futurs chars anglais. Il est américain, mais si vous voulez, le raisonnement de départ va partir de là. Alors, côté anglais, on fait une expérimentation, on remplace sur une automitrailleuse Killenstreit les roues par des chenilles. Historiquement, c'est le premier semi-chenillé blindé. Il est expérimenté en Angleterre, il est expérimenté en France. Il fait plaisir, mais il n'est pas suffisant. Donc il est abandonné, mais on est déjà sur le chemin. Et alors les Anglais produisent cet engin-là, que vous connaissez, Little Willie. C'est le premier engin, il n'a pas de tourelle, il est prévu à tourelle, mais il commence à avoir les caractéristiques des futurs chars anglais qu'on verra. En particulier des chenilles beaucoup plus larges que ce qu'on fera chez les Français, et les roues agricoles à l'arrière qui en fait servent à tourner. Toujours ce problème de tourner. Il faut savoir qu'en France, il n'y a quasiment qu'un spécialiste des chenilles débrayables, un certain Kellenec, qui a travaillé avec donc, votre grand-père,
dont on reparlera tout à l'heure, mais on ne sait pas débrayer, enfin de faire tourner facilement un engin blindé. Donc on joue là-dessus, et c'est la forme qu'on retrouve dans les chars au moment de la bataille de Flers-Courcelette, roue arrière, et ce char qui n'a aucune caractéristique, je dirais, particulière, et ça va être un échec tactique, mais en fait, gros de conséquences, puisque Anglais, Français et Allemands vont évidemment interpréter la raison de l'échec et comment pouvoir faire après. Alors là, je vais vous passer très rapidement, et vous les verrez dans les actes, un certain nombre d'essais pour augmenter le franchissement. Là, 2 chenilles plus une chenille supplémentaire sous le ventre. Et on arrive à l'expérimentation française. Le lieutenant Fouché est ici dans la tranchée, il montre avec ses bras la largeur, et le tracteur Holt a été modifié, je vous montrerai après. En particulier, il a été rajouté 2 gueuses à l'avant et à l'arrière, puisque l'idée c'est de réussir à franchir ces fameuses tranchées. Donc on est, donc, si je ne me trompe pas, le 17, voilà, le 1er février 1916, l'essai est répété le 17 février 1916, c'est un succès, et à partir de là démarrent 2 voies. La voie du futur Saint-Chamond, la voie du futur Schneider. L'historiographie officielle d'après-guerre donne toute l'invention au général Estienne. En fait, ce sont 2 voies parallèles qui partent du même engin. Et le général Mouret étant responsable au niveau du service technique automobile d'un développement, eh bien, fait son métier de développeur. Le général Estienne passe par des voies autres, il est artilleur, fait son métier. Mais au départ, vous avez la même chose et vous avez le même engin. Voilà comment est-ce que le lieutenant Fouché a modifié pour augmenter les capacités. Le tracteur d'origine a simplement 2 châssis et il l'augmente en gros d'1 mètre en ajoutant à partir de 2 tracteurs un 3e châssis. C'est le même engin, simplement modifié. Et là, vous avez la vraie naissance du char d'assaut. Je vais continuer rapidement. L'engin est équipé d'un faux blindage en bois qui commence à donner l'idée du Saint-Chamond. Et cette photo très intéressante, vous la connaissez tous, sauf que le lieutenant Fouché, ce jour-là, présente donc à Albert Thomas, le sous-secrétaire d'État aux l'artillerie et munitions, la maquette en bois du char Schneider et de l'autre côté la maquette du char Saint-Chamond. Simplement, c'est le même châssis, c'est le même engin qui a servi aux 2. Donc cette fameuse séparation avec le Schneider est supérieur au Saint-Chamond, oui, pour certains aspects, et l'inverse, et la bagarre des bureaux, n'est pas une vraie bagarre de bureau, simplement chaque bureau a continué à faire son travail dans son coin. Et je dirais que finalement, ni le Saint-Chamond, ni le Schneider, après leurs essais à Berry-au-Bac et aux différentes batailles, ne survivent à la guerre, puisqu'ils seront remplacés par le char FT qu'on a vu ce matin, et ceux-là n'ont plus aucune succession. Voilà le brevet donc, qui a été déposé par Schneider. À nouveau, Brio-Gabet, je vous ai dit qu'on les retrouverait. Alors lui veut sortir des tranchées avec ces petites chenilles. Voilà le Saint-Chamond prototype, donc toujours piloté et fabriqué par le sous-lieutenant Fouché et son équipe. Voilà quoi il ressemble à la fin. Vous vous rappelez, ce matin, on a vu le canon de 75. Donc vous avez le même canon, vous économisez 6 chevaux, on est à 80 chevaux à peu près, hein, dans cette boîte. L'équipage est inférieur parce qu'il n'y a pas autant de choses à faire, et surtout cet engin protège entièrement l'équipage et se promène à peu près partout. Donc vous avez le lien, je dirais le rapport qualité-prix entre l'artillerie automobile et le char qui est démontré immédiatement ici. Je termine sur ces 2 mots. Au début, je vous ai dit, on ne pense pas encore à un canon. Le canon n'est pas fait là pour tirer sur les autres chars, puisque les Allemands n'en ont pas. Mais nous, on le sait aujourd'hui. Mais à l'époque, on ne le sait pas. Les services de renseignement britanniques nous disent ça, je ne sais plus à quelle date d'ailleurs, voilà, en décembre 1916, et disent attention, les Allemands commencent à fabriquer des chars. Bon, sortent ce dessin à partir de renseignements de prisonniers. Alors c'est pas entièrement faux, ce proto existe, ce projet, mais il faut savoir qu'à la même date, un petit peu avant, septembre, les Allemands, à cause de l'intervention des Britanniques, ont créé le comité A7V, qui est le comité qui est chargé de faire, voilà, ici, Abteilung que je ne sais pas prononcer en allemand, qui est le comité qui va être chargé de fabriquer les chars allemands. Donc vous voyez que 1916, les 2 premières dates sont intéressantes, mais en fait, toute l'histoire des chars se résume et démarre cette année. En fait, 1916, si vous voulez, les grandes masses des futurs chars sont fixées, les dimensions, les moteurs, l'armement, avec des variantes, et vous avez également l'organisation qui s'installe, puisqu'on crée l'artillerie d'assaut,
le général Estienne prend le commandement de l'artillerie d'assaut. En décembre, on lance l'étude du char lourd, qui sera un futur char et qui sera un char à tourelle. Et enfin, le Schneider propose des chars à tourelle. Et donc, on est vraiment au tournant, c'est-à-dire que le char existe. Il va être expérimenté pour les Français le 17 avril 1917 à Berry-au-Bac. Et entre les enseignements britanniques et les enseignements français, c'est réellement là que va démarrer l'histoire de l'artillerie d'assaut et de tous les chars qu'on a jusqu'à aujourd'hui. J'ai terminé avec ce problème. Qui servait les chars? Alors, oui, tout à fait. Alors, au début, il faut faire la différence entre les hommes de troupe et les officiers. Dans les chars, au début, l'idée a été d'avoir... le général Estienne voulait une élite. Et alors, en fait, l'élite, comment ça s'est passé? Ça s'est passé tout seul. Les cavaliers se sont retrouvés démontés puisque le cheval ne servait plus. Alors, les cavaliers, ce qu'ils ont fait, la plupart sont partis soit dans l'aviation, armes nouvelles, soit dans les chars. Vous avez des marins. Pourquoi? Parce que les marins ont dans leur gène l'utilisation des gros canons sous blindage, à cause des tourelles de bateaux. Donc vous allez trouver des marins, y compris un marin qui va commander l'artillerie spéciale numéro 10, me semble-t-il. Et voilà. Alors au niveau de la troupe, il y avait une sélection. Franchement, je ne me suis pas penché sur le recrutement. Ça semble assez variable. Ça semble assez variable parce que j'ai retrouvé en revanche des notes où un des jeunes de 20 ans, qui était dans les chars, écrit à ses parents et dit « Bon, vous voyez à quoi ressemble un char, c'est pas très intéressant. » Voilà. Donc au niveau des hommes du rang, du moins à ce moment-là, ça démarre. Ce n'est pas encore, il n'y a pas encore un esprit de corps. Ça va démarrer réellement à partir de 17. Il y a la bataille de Berry-au-Bac qui est les fondatrices. Et à ce moment-là, le recrutement s'organise de façon différente. Il semblerait qu'au début, d'après ce que j'ai vu quelques critiques du général Estienne, il dit que des fois on lui envoie un peu n'importe quoi, dont certains veulent se débarrasser, puisque c'est une arme nouvelle. Voilà, je ne pourrais pas vous répondre au-delà.